les braves qui avaient bravé la pluie. Ça fait tellement longtemps qu'on ne l'avait pas eu que les gens sont sans doute un peu restés chez eux. Alors vous, vous êtes des héros. Bravo. Voilà, ce soir, nous consacrons notre soirée à l'enfance et nous la dédions au profit d'un orphelinat de Madagascar, dont Nicolo, ici présente, va nous parler avant que nous démarrions nos lectures à voix haute. Voilà, ben je te laisse nous présenter l'orphelinat et puis nous présenter ton film. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Tout d'abord, un grand merci aux veillées de Banyuls de me permettre de présenter l'association Zazakeli Réunion et le trio Saraband de Montréal. Alors, nous œuvrons pour une ONG malgache qui se situe sur l'île de Sainte-Marie, à Madagascar. Vous verrez sur le diaporama, il y a la grande île, la grande terre, comme on dit, et une toute petite île qui est assez connue parce qu'il y a les baleines qui passent souvent. Excusez-moi, vous entendez bien? Il faut que tu rapproches. Ouais, attends, voilà, on va le rapprocher. Oui, c'est parce que tu parles pas des dents. Alors, pourquoi Zazakeli Réunion? Ça aurait pu être Zazakeli Banyuls. C'est à l'époque, il y a 20 ans, quand on a ouvert le centre, je résidais sur l'île de la Réunion. Et tout simplement pour pouvoir permettre aux personnes qui font des dons, permettre de défiscaliser leurs dons, il fallait absolument que l'association soit sur une préfecture française, soit déclarée en préfecture française. Voilà. Alors nous sommes financés que par les dons et aussi des parrainages, aides de certaines associations qui se joignent à nous, qui font aussi des représentations, et quelques sponsors, et c'est pourquoi nous faisons appel à tout le monde. Alors, Zazakeli, ça veut dire Zaza, ça veut dire enfant en malgache, et Keli, petit enfant, Zazakeli. Le centre est ouvert depuis plus de 20 ans. Il se trouve donc sur une île, en brousse, et héberge des enfants âgés de quelques mois à 18 ans maximum. Ils nous sont adressés, ce n'est pas nous qui allons les chercher, ils nous sont adressés par les chefs de village qui repèrent les orphelins de père ou de mère, ou même parfois des deux, ou alors les familles très défavorisées qui ne peuvent plus subvenir aux besoins essentiels de leurs enfants. À savoir qu'à Madagascar, 70% des familles vivent en dessous du seuil de pauvreté et beaucoup d'enfants sont dans la rue. En ce moment, le centre, nous avons 60 enfants à demeure. Alors notre priorité, ça sera d'abord la santé. Plus de la moitié des enfants souffrent de malnutrition et certains, quand ils arrivent chez nous, ont vraiment besoin de soins. Ensuite, une fois qu'ils sont en bonne santé, on assure la scolarité. Parce qu'on essaye de combattre l'illettrisme, qui est très important là-bas, surtout sur une île. Et on leur offre une scolarité suivie, on les éduque dans différents domaines, et on essaye de contribuer à leur formation culturelle, manuelle, sportive. En gros, soigner ces enfants, on veut soigner ces enfants en améliorant leurs conditions de vie et essayer, un tant soit peu, de les amener à un avenir un peu plus prometteur. Comme nous sommes loin de la ville, nous avons créé aussi un centre médical qui a été créé donc avec un dispensaire, un kiné, un médecin qui vient de temps en temps, un dentiste. Et nous faisons aussi, partons des fois en brousse, faire des missions de santé dans les coins les plus reculés. Nous avons aussi une maternelle qui accueille gratuitement tous les matins les petits des villages avoisinants, ce qui permet aux mamans d'aller dans les rizières ou alors d'aller chercher tout simplement du bois pour cuisiner, voilà. Parce que là-bas, ils cuisinent que au bois, il n'y a rien d'autre dans brousse, il n'y a rien d'autre. Et en plus, on leur offre un repas à midi, donc les petits ont au moins un repas par jour, parce que ce n'est pas souvent le cas. Au centre, les ASA suivent les cours. On a formé des instituteurs jusqu'en 5e. Et après, on a une petite annexe en ville pour qu'ils puissent continuer leurs études jusqu'au bac. Et donc, je vous ai préparé un petit diaporama pour vous présenter en quelques images le centre. À la fin de la soirée, je me tiendrai à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions, si vous voulez en savoir plus. Et je vous distribuerai aussi quelques livrets qui vous donnera un peu tout, depuis l'ouverture, tout ce qu'on a réussi à faire.
Voilà, le parcours, alors j'ai oublié de dire, c'était Michel Martre, qui a maintenant dans les 70 ans, qui a ouvert ce centre et qui s'en occupe. C'est la seule française sur le centre et tout le monde est malgache sinon, voilà. Et heureusement, de temps en temps, on a des bénévoles qui viennent nous aider. Ça, si vous venez m'en discuter, je vous expliquerai comment on fait. Et ben voilà. Merci à ceux qui ont déjà offert leurs dons à l'entrée dans les chapeaux. Et ils resteront à votre bon vouloir s'il y en a qui sont passés, enfin qui n'ont pas vu. Voilà.
cette soirée, le thème s'imposait, c'était l'enfance. Mais quand vous allez puiser dans la littérature, l'enfance, les auteurs qui en ont beaucoup parlé, souvent ont eu des enfances malheureuses. Vraiment 9 auteurs sur 10, quand ils parlent de leur enfance, parlent du fait qu'ils ont été orphelins, qu'ils ont été battus. Alors on n'allait pas faire une soirée pour un orphelinat avec ce genre de thème, même si ce sont particulièrement d'excellents textes. Alors on a cherché quelque chose qui pourrait être joyeux, comme ces enfants, ils sont malheureux, mais c'est la joie de vivre, c'est les sourires. Donc il faut qu'on continue là-dedans, dans les sourires et la joie de vivre. Alors on a cherché les textes et on s'est tourné vers la guerre des moutons. Ça aurait pu être aussi Sa Majesté des mouches, c'était plus compliqué. Et quand on a choisi la guerre des moutons, fait tous les extraits, on s'est rendu compte que nous avions réservé l'église Saint-Jean-Baptiste. Et la guerre des moutons et l'église Saint-Jean-Baptiste ne faisaient pas un excellent mariage parce qu'il y a des propos qui ne se disent pas ou que l'on dont on va s'accuser dans les confessionnaux. Alors, j'ai demandé à voir tout de suite la salle Novelty. Heureusement, elle était disponible. Donc voilà, nous ne sommes pas censurés, comme les enfants ne se sont pas censurés, mais nous le faisons dans un lieu qui n'est pas sacré. Voilà. Et nous avons avec nous le trio Sarabande, à qui nous avons confié quand même un enjeu un peu particulier, c'est de nous faire de la musique baroque sur un texte qui n'a rien de baroque. Alors, ils ne nous ont pas dit ce qu'ils ont préparé, mais vu leur talent et leur connaissance musicale, je pense qu'ils vont nous servir de très beaux morceaux. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. À la fin, il y aura un pot de l'amitié, alors ne partez pas. On sortira les petits gâteaux et quelques verres de Banyuls. Voilà, pour fêter tout ça.
Attends-moi, grand Gibus. Accroue-toi alors, boulot, j'ai pas le temps de caténer, moi. Y a du neuf? Ça se pourrait. Quoi? Bien toujours. Et Boulot, ayant rejoint les deux Gibus, ses camarades de classe, tous trois continuèrent à marcher côte à côte dans la direction de la maison commune, où ils retrouvèrent la plupart des grands qui les y avaient précédés. Il y avait là le Braque, le chef qu'on appelait encore Grand Braque, son premier lieutenant, Camus, le fin grimpeur, ainsi nommé parce qu'il n'avait pas son pareil pour dénicher les bouvreuils, et que là-bas, les bouvreuils s'appellent des Camus. Il y avait Gambette de sur la côte, dont le père, républicain de vieille souche, fils lui-même de 48 arts, avait défendu Gambetta aux heures pénibles. Il y avait aussi la Crique, il savait tout, et Tintin, le guignard, le bigle, qui se tournait de côté pour vous voir de face, et Tétas ou Grand Tétard, au crâne massif, bref, les plus forts du village qui discutaient une affaire sérieuse. L'arrivée des deux Gibus et de Boulot n'interrompit pas la discussion. Les nouveaux venus étaient apparemment au courant de l'affaire, une vieille affaire à coup sûr, et ils se mêlèrent immédiatement à la conversation en apportant des faits et des arguments capitaux. On se tut. L'aîné des Gibus, qu'on appelait par contradiction Grand Gibus, pour le distinguer de Petit Gibus ou Petit Gibus, son cadet, parla ainsi. Voilà. Quand nous sommes arrivés, mon frère et moi, au contour de Ménolo, les Verlans se sont dressés tout d'un coup près de la marnière à Jean-Baptiste. Ils se sont mis à gueuler comme des veaux, à nous foutre des pierres et à nous montrer des triques. Ils nous ont traités de cons, d'andouilles, de voleurs, de cochons, de pourris, de crevés, de merdeux, de couilles molles, de... Couilles molles? Qu'est-ce que tu as redit là-dessus? Là-dessus, on s'en sauvé, mon frère et moi, puisque nous n'étions pas en nombre. Tandis que ils étaient au moins 15 et qui nous auraient sûrement foutu la pile. Ils vous ont traité de couilles molles? Cela nous atteint tous tant que nous sommes. Car c'est sûr, vous n'avez été attaqué et insulté que parce que vous appartenez à la commune et à l'école de Longeberg. Et voilà. Je vous dis maintenant, moi, que si nous ne sommes pas des andouilles, des gens foutres et des lâches, on leur y fera voir si on en est, nous, des couilles molles. D'abord, qu'est-ce que c'est-il que ça, des couilles molles? Couilles molles des couilles, on sait bien ce que c'est, Partine, puisque tout le monde en a, même le Miro de l'Isée, et qu'elles ressemblent à des marrons sans bogue. Mais couilles molles, Sûrement que ça veut dire qu'on n'était pas grand-chose, puisque hier soir, en rigolant avec Narcisse, notre meunier, là, je l'ai appelé couille molle, comme ça, pour voir. Et mon père, que j'avais pas vu et qui passait justement sans rien me dire, m'a foutu aussitôt une bonne paire de claques. Alors... L'argument était péremptoire, et chacun le sentit. Bon alors, bon Dieu, il n'y a pas à réveiller plus longtemps, il n'y a qu'à se venger, là. C'est-il votre idée, vous autres? Ils approuvèrent à l'unanimité, comme on disait. À ce moment, le père Simon apparut dans l'encadrement de la porte pour frapper dans ses mains et donner ainsi le signal de l'entrée en classe. Le signal de sortie, car tous étaient déjà prévenus, on ne sait comment,
par infiltration, par radiation ou d'une toute autre manière, que le Braque avait trouvé quelque chose. Il y eut, comme d'habitude, quelques bonnes bousculades dans le couloir, des bérets échangés, des sabots perdus, des coups de poing sournois. Mais l'intervention magistrale fait tout rentrer dans l'ordre et la sortie s'opéra quand même normalement. Sitôt que le maître fut rentré dans sa boîte, les camarades fondirent tous sur le Braque comme une volée de moineaux sur un crottin frais. Le Braque exposa son plan, qui était simple et hardi. Ensuite, il demanda quelles seraient les seuses qui l'accompagneraient le soir venu. Tous briguèrent cet honneur, mais 4 suffisaient et on décida que Camus, Lacrique, Tintin et Grand Gibus seraient de l'expédition. Au soir, sur le coup de l'Angélus, les 5 guerriers se retrouvèrent. Tu vas créer? Bah alors, suivons. Quand ils furent tout près de Velleran, que les lumières devinrent plus nettes derrière les vitres et les aboiements des chiens plus menaçants, ils firent halte. Ôtons nos sabots et cachons-les derrière le mur. Les 4 guerriers et le chef se déchaussèrent et mirent leurs bas dans leurs chaussures. Puis ils s'assurèrent qu'ils n'avaient pas perdu le morceau de craie. Et, l'un derrière l'autre, le chef en tête, la pupille dilatée, l'oreille tendue, le nez frémissant, ils s'engagèrent sur le sentier de la guerre pour gagner le plus directement possible l'église du village ennemi, but de leur entreprise nocturne. Enfin, ils parvinrent sur la place de Moutier et ils s'avancèrent sous les cloches. Tout était désert et silencieux. Le chef resta seul pendant que les 4 autres revenaient en arrière pour faire le guet. Alors, prenant son bout de craie au fond de sa profonde, haussé sur ses orteils aussi haut que possible, le Braque inscrivit sur le lourd panneau de chêne culotté et noirci qui fermait le Saint-Lieu cette inscription lapidaire qui devait faire scandale le lendemain, à l'heure de la messe, beaucoup plus par sa crudité héroïque et provocante que par son orthographe fantaisiste. Tous les Vellerans sont des peignes-culs. Et, quand il se fut, pour ainsi dire, coller les quinquets sur le bois pour voir si ça avait bien marché, il revint près des 4 complices aux écoutes et à voix basse et joyeusement leur dit « Filons !» Ils regagnèrent Longeverne et leurs domiciles respectifs en attendant avec confiance l'effet de leur déclaration de guerre. Quand le second eut sonné au clocher du village, une demi-heure avant le dernier coup de cloche annonçant la messe du dimanche, le grand Lebraque, vêtu de sa veste de drap taillée dans la vieille anglaise de son grand-père, culotté d'un pantalon de droguet neuf, chaussé de brodequins ternis par une épaisse couche de graisse et coiffé d'une casquette à poil, le grand Lebraque, dis-je, va s'appuyer contre le mur du lavoir communal et attendit ses troupes pour les mettre au courant de la situation et les informer du plein succès de l'entreprise. Tout le contingent au grand complet des combattants de Longeverne arriva, en tout une 40aine. Les 5 héros de la veille recommencèrent au moins 10 fois chacun le récit de leur expédition, et la bouche humide et les yeux brillants, nous buvions leurs paroles, mimions les gestes et applaudissions à chaque coup. Ensuite de quoi, Lebraque résuma la situation en ces termes. Comme ça, ils verront si on a des couilles molles. Alors, sûrement cet après-midi, ils viendront se rétraîner par les buissons de la Saute, histoire de chercher Rogne, et on y sera, tous, pour les recevoir un peu. On va prendre tous les lance-pierres et toutes les frondes.
Pas besoin de s'embarrasser des triques, on ne veut pas se colquer. Avec les habits du dimanche, il faut faire attention, il ne faut pas trop se salir, parce qu'on se fera baigner en entrant. Seulement, on leur dira 2 mots. En chef. Allez mettre vos blousons, prenez un chanteau de pain et rappliquez au bas de la saute à la carrière apéro. Ils s'écampillèrent comme une volée de moineaux, et 5 minutes après, l'un courant derrière l'autre, le quignon de pain aux dents, se rejoignirent à l'endroit désigné par le général. Il ne faudra pas dépasser le tournant du chemin. Alors tu crois qu'ils vont venir? Autrement, ça serait rien foireux de leur part. Il y en a qui s'en laissent, vous savez, les culs lourds. T'entends, boulot, hein? Il ne s'agit pas de se faire chipper. Prenez des godons dans vos poches. À ceux qui ont des fronts élastiques, donnez-y les beaux cailloux. Et attention de ne pas les perdre. On va monter jusqu'au gros buisson. C'était sur ce terrain fatal, à égale distance des 2 villages, que depuis des années, les générations de Longevernes et de Velleran s'étaient copieusement rossées, fustigées, lapidées, car tous les automnes et tous les hivers, ça recommençait. Or, il n'y avait pas 5 minutes qu'on avait fini son pain, que Camus, le grimpeur, posté en vigie dans les branches du grand chêne, signalait des remuements suspects à la lisière ennemie. Quand je vous le disais, donc calez-vous, hein, qui croit que je suis tout seul. Je m'en vais à Huxey, et si des fois il se lançait pour me prendre, hop! Et le braque, sortant de son couvert d'épines, la conversation diplomatique suivante s'engagea dans les formes habituelles. Montre-toi donc, grand fendu, judo, feignant, pourri, si t'es pas un lâche, montre-toi ta sale gueule de peinture. Grande crevure, approche un peu toi aussi pour voir. C'est la steak des gays. Mais je vois encore Touégueule, et Bancal, et Tati, et Mille la Lune. Ils sont une chienne. Ce petit renseignement entendu, le grand Lebrac continua. C'est toi, un merdeux, qui a traité Longevernes de couilles molles. Je vais y faire voir, moi, si on est des couilles molles. Il a fallu tout aux parents pour effacer ce que j'ai marqué à la porte de votre église. Et c'est pas des foireux comme vous qu'on aurait osé faire autant. Approche donc un peu puisque t'es si malin, grand gueulard. T'as que la gueule et les gigs pour t'en sauver. Fais seulement la moitié du chemin. C'est pas parce que ton père tâtait les couilles des vaches sur les champs de foire que t'es devenu riche. Et toi donc, ton bacu, vous restiez tout crevé d'hypothèque. Hypothèque toi-même, traîne besace. C'est pas chez nous comme à Longevernes, où que les poules crèvent de faim en pleine moisson. Tant qu'à Verlan, c'est les poux qui crèvent sur vos camoches. Mais on ne sait pas si c'est de faim ou de poison. Des bordées d'insultes furent jetées de part et d'autre en rafales et en trombes. Puis, les 2 chefs, également surexcités, après s'être lancés des injures classiques et modernes, enfonceurs de portes ouvertes, étrangleurs de chats par la queue, etc., revenant au mode antique, se flanquèrent à la face avec toute la déloyauté coutumière, les accusations les plus abracadabrantes et les plus ignobles de leur répertoire. T'en souviens-tu quand ta mère pissait dans le gratin pour te faire de la sauce? Et toi, quand elle demandait les sacs aux châtreurs de taureaux pour te les faire bouffer en salade? Attention, voilà le Touégueule qui lance des pierres avec sa fronde. Mais c'était dimanche. Les 2 parties étaient vêtues de leurs plus beaux affutiaux, et nul, pas plus les chefs que les soldats, ne se souciait d'en compromettre l'ordonnance dans des corps à corps dangereux. Aussi, toute la lutte se borna-t-elle ce jour-là à cet échange de vues, si l'on peut dire, et à ce duel d'artillerie qui ne fit d'ailleurs aucune victime sérieuse, pas plus d'un côté que de l'autre. Quand le premier coup de la prière sonna à l'église de Velleran, l'Aztèque des Guets donna à son armée le signal du retour. Non sans avoir lancé aux ennemis, avec une dernière injure et un dernier caillou, cette suprême provocation. C'est demain qu'on vous y retrouvera, les couilles molles de Longevernes. Ah, tu fous le camp, lâche.
Attends un peu, ouais. Attends à demain. Tu verras ce qu'on vous passera à tas de peinture. Les Longevernes, dont l'horloge communale retardée ou dont l'heure de la prière était peut-être reculée, profitèrent de la disparition des ennemis et prirent pour le lendemain leur disposition de combat. Tintin eut une idée de génie. Il faudra se caler 5 ou 6 dans ce buisson-là avant qu'il n'arrive, et ne bouger ni pied ni patte. Et le premier qui passera pas trop loin, lui tomber sur l'orable et s'en sauver avec. Mais il la lune, mon ami, on s'en fait choper. Eh ben, attends un peu pour voir. Oh, mais ne me faites point mal. Oui, mon petit, pour que tu nous traites encore de pourris et de couilles molles. C'est pas moi, mon Dieu, mais qu'est-ce que vous voulez me faire? Apportez le couteau. Maman, qu'est-ce que vous voulez me couper? Les oreilles. Le nez et le zizi. Sans oublier les couilles. On va voir s'il les a molles. Il faudra lui lier le sac avant de couper. Comme on fait avec les petits taureaux. Comment? Qui c'est qui a la ficelle? Non, v'là. Me faites point mal ou je dirai à ma maman. Ah, moi, je me fous autant de ta mère que du pape. Ah, monsieur le curé? Je te redis que je m'en refous. Et au maître? Je l'emmerde. Ah, alors voilà que tu nous menaces par-dessus le marché maintenant? Manquez plus que ça. Attends un peu, mon salaud. Eh, passez-moi le châtre-bique. Et, l'eustache en main, le braque aborda sa victime. Il passa d'abord simplement le dos du couteau sur les oreilles de Méglalune, qui, croyant au froid du métal que ça y était vraiment, se mit à sangloter et à hurler. Puis, satisfait, il s'arrêta dans cette voie et se mit en devoir de lui affûter, comme il disait, proprement ses habits. Il commença par la blouse. Il arracha les agrafes métalliques du col, coupa les boutons des manches, ainsi que ceux qui fermaient le devant de la blouse. Puis, il fendit entièrement les boutonnières. Ensuite de quoi, Camus fit sauter ce vêtement inutile. Les boutons du tricot et les boutonnières subirent un sort pareil. Les bretelles n'échappèrent point. On fit sauter le tricot. Ce fut ensuite le tour de la chemise, du col au plastron et aux manches. Pas un bouton ni une boutonnière n'échappa. Ensuite, le pantalon fut lui-même échenillé. Pattes et bouches et boucles et poches et boutons et boutonnières y passèrent. Les jarretières en élastique qui tenaient les bas furent confisquées. Les cordons de souliers taillés en 36 morceaux. La culotte dégringola sur les jarrets du malheureux. T'as pas de caleçon. Non? Eh ben maintenant, fous le camp, puis va voir ce que va dire ta mère. Le braque enfin résuma la situation. Hein? On leur y a posé. Ça leur apprendra, ces alboches-là. Puis, comme rien de nouveau n'apparaissait à la lisière, cette journée étant définitivement la leur, ils dévalèrent le communal et partirent au commandement du chef, claquant des talons et marquant le pas vers Longeverne en chantant de tous leurs poumons. La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas. Et du nord au midi,
La trompette guerrière a sonné l'heure des combats. La 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 Verlan avait été terrible. Le Braque, le chef des Longevernes, en avait tout particulièrement fait les frais. Quand il arriva à la maison de son père, près de la fontaine du Haut, il vit la lampe à pétrole allumée dans la chambre du poêle, et par un entrebâillement de rideaux, il remarqua que sa famille était déjà en train de souper. Il en frémit. Cette constatation coupait net ses dernières chances de ne pas être vu en la tenue plutôt débraillée dans laquelle il se trouvait par le plus fatal des destins. Mais il réfléchit que, un peu plus tôt, un peu plus tard, il fallait tout de même y passer. Il résolut à tout recevoir stoïquement. Il leva le loquet de la cuisine, traversa la pièce et poussa la porte du poêle. Le père Lebraque tenait d'autant plus à l'instruction qu'il en était lui-même totalement dépourvu. Aussi exigeait-il de son rejeton, dès que revenait la saison des collages, une application à l'étude qui vraiment ne se trouvait pas être en raison directe des aptitudes intellectuelles de l'élève Lebraque. Il venait, de temps à autre, conférer de ce sujet avec le père Simon, et lui recommander avec insistance de ne pas manquer son garnement et de le tanner chaque fois qu'il le jugerait bon. Ce ne serait certainement pas lui qui le soutiendrait, comme certains parents nouillottes qui ne savaient pas y faire pour le bien de leurs enfants. Et quand le petit gars aurait été puni en classe, lui, le père, redoublerait la dose à la maison. Comme on le voit, le père de Lebraque avait en pédagogie des idées bien arrêtées et des principes très nets. Et il les appliquait, sinon avec succès, du moins avec conviction. Chacun était à sa place et avait déjà mangé sa soupe. Ah, et voilà tout de même. Lebraque jugea prudent de ne pas répondre. Il gagna sa place au bas de la table, ignorant d'ailleurs tout des intentions paternelles. Mange ta soupe, elle est déjà toute refroidite. Et boutonne donc ton blouson. Tu m'as l'air d'un marchand de cab. Lebraque ramena d'un geste aussi énergique qu'inutile sa blouse qui pendait dans son dos, mais n'agrafa rien et pour cause. Je te dis d'agrafer ta blouse. Et d'abord, d'où viens-tu comme ça? Tu sens pas de casse peut-être à ces heures-ci? J'ai perdu mon crochet de blouson. Là, moi, mon doux Jésus, quel gouillant que ces cochons-là. Ça casse tout, ils déchirent tout, ils ravalent tout. Mais qu'est-ce qu'on veut devenir avec eux? Et tes manches? Tu as perdu aussi des boutons? Oui. Après cette nouvelle découverte, qui, avec la rentrée tardive, décelait une situation particulière et anormale, un examen détaillé s'imposait. Lebraque se sentit devenir rouge jusqu'à la racine des cheveux. Merde, ça allait rien barder. Viens voir un peu ici au milieu. Et le père, ayant levé l'abat-jour de la lampe, sous les 4 pères dieux inquisiteurs de la famille, Lebraque apparut
dans toute l'étendue de son désastre, aggravé encore par les réparations hâtives que des mains enthousiastes et bienveillantes, certes, mais trop malhabiles, avaient achevé au lieu de les tempérer. Ben nom de Dieu! Ah salaud! Ah cochon! Ah vaurien! Ah rossard! Pas un bouton à son tricot ni à sa chemise! Des épines pour fermer sa braguette! Une épingle de sûreté pour tenir son pantalon! Des ficelles à ses souliers! Mais d'où sors-tu donc, nom de Dieu de Saligo? Comment moi, y a pas plus calme citoyen, j'ai pu créer un garnement pareil? C'est pas Dieu possible. Le travail continuel que ce polisson, ce bouffre de gredin, de cochon d'enfant me donne chaque jour. Et tu t'imagines, ça va durer longtemps comme ça, peut-être? Que je vais dépenser des sous à élever et à nourrir un salopion comme toi, qui ne faut rien ni à la maison, ni en classe, ni ailleurs? Même que j'en ai parlé ce soir à ton maître d'école. Ah, je t'en foutrais, bandit. Je vais te faire voir que les maisons de correction, elles sont pas faites pour les chiens. Arros, d'abord tu vas te passer de souper. Mais tu vas me répondre, nom de Dieu! Ou tu t'es arrangé comme ça? Ah, tu veux rien me dire, crapule. Ah oui, vraiment, bien, attends un peu. Nom de Dieu, je vais bien te faire causer, moi, va. Et, saisissant dans le fagot entamé près de la cheminée un rameau de coudre souple et dur, arrachant la chemise et jetant bas la culotte, le père de Lebrac administra à son rejeton, qui se roulait, se tordait, écumait, ramait, hurlait, à faire trembler les vitres, une de ces raclées qui comptent dans la vie d'un môme. Puis, sa justice ayant passé, il ajouta d'un ton sec et qui n'admettait aucune réplique: Et fais te coucher maintenant. Et vivement, hein, nom de Dieu, et que j'entende quelque chose. Sur sa paillasse de turquite et son matelas de paillettes, Lebrac s'étendit intensément, les membres brisés, le derrière en sang, la tête bouillonnante. Il se retourna longtemps, médita longuement, longuement, et s'endormit sur son désastre. Le dimanche, toute l'armée de Longeverne était déjà là, pérorant et jacassant, remâchant la défaite et attendant anxieusement le général. Il entra simplement dans le gros de la bande, légèrement ému toutefois de tous ces yeux brillants qui l'ont interrogé muettement. Bah ouais, j'ai reçu la danse. Et quoi, on crève pas, puisque me voilà. N'empêche que nous activons quelque chose et qu'ils le paieront. Ça ne peut pas aller comme ça. Non, il faut absolument trouver quelque chose. Moi, je ne veux plus me faire toguer à la cambuse, parce que d'abord, on ne me laisserait plus sortir, et puis il faut leur faire payer leur tournée d'hier. Il ne faut pas se faire esquinter les habits, il n'y a qu'un moyen, sûr, c'est de pas en avoir. Alors, je propose qu'on se batte à poil. Tout nu? Parfaitement. Eh, si vous aviez reçu la danse, vous n'hésiteriez pas à dire comme moi. Hein. Tout de même, si vous venez à passer quelqu'un... D'abord, les habits, on les cachera. Puis au besoin, on mettra quelqu'un pour les garder. Et s'il passe des gens et que ça les gêne, ils n'auront encore pas regardé. Ouais, mais... C'est bon. Toi, on sait bien pourquoi tu n'oses pas te mettre tout nu. C'est parce que t'as peur qu'on voit la tache de vin que tu as au derrière et qu'on se foute de toi. T'as tort, boulot. Ben quoi, la belle affaire? Une tache au cul? C'est pas être estropié. Ça, y en a pas à en avoir honte. C'est ta mère qui a eu une envie quand elle était grosse. Elle a eu idée de boire du vin et elle s'est grattée le derrière à ce moment-là. C'est comme ça que ça arrive. Et ça n'est pas une mauvaise envie. Les femmes grosses, il y en a qui ont toutes sortes d'idées et des bien plus dégoûtantes.
Elles sont donc folles à ce moment-là? Elles le sont pendant, avant et après, et à ce qui paraît. Toujours est-il, et c'est mon père qui dit comme ça, et pour qu'on t'aille croire, moi j'y crois, on ne peut rien faire sans qu'elles nous gueulent comme des poules qu'on plumerait tout vif, et pour des choses de rien, elles vous foutent des mornifs. Ah oui, c'est vrai. Les femmes, c'est la salongeance. Bon, c'est-il entendu, oui ou non, qu'on se battra à poil? Ben, il faut voter. La proposition fut adoptée à l'unanimité, comme d'habitude, et il fut conclu illico que le lendemain, après avoir dépêché un éclaireur, Camus, avec 2 autres bons gaillards qui protégeraient le gros de l'armée, on viendrait s'installer à la vieille carrière pour se mettre, si l'on peut dire, en tenue de campagne. Ce soir-là, une fougue indescriptible animait les Longevernes. Rien, nul souci, nulle perspective fâcheuse n'entravait leur enthousiasme. Les coups de trique, ça passe, et ils s'en fichaient. Et quant aux cailloux, on avait le temps, presque toujours, quand ils ne venaient pas de la fronde de tout gueule, d'éviter leur trajectoire. La bataille fut féroce. Camus faillit être pris quand l'Aztèque des Guets ayant rassemblé ses hommes surexcités, furieux, décida d'un assaut général. Mais la chance tourna une fois encore au profit des Longevernes. Le braque, hérissé comme un marcassin, entra comme un coin d'acier dans le groupe de l'Aztèque des Guets, saisit à la gorge son ennemi, le secoua comme un prunier, malgré une nichée de vétérans pendu à ses greigues, et lui tira les poils, le gifla, le caleta, le bossela, puis rua comme un étalon fou au centre de la bande et écarta violemment ce cercle d'ennemis. Ah, je te tiens, nom de Dieu! Salaud! T'y coupes pas, je te le jure, t'y passeras! Quand je devrais te saigner, je t'emmènerai au gros buisson, et t'y passeras, que je te dis, t'y passeras! Et ce disant, le bourrant de coups de pied et de coups de poing aidé par Camus et Grand Gibus qui l'avaient suivi, ils emportèrent littéralement le chef ennemi qui se débattait de toutes ses forces. Mais Camus et Grand Gibus tenaient chacun un pied, et le braque, le soulevant sous les bras, lui jurait avec force nom de Dieu qu'il lui serrerait la vis s'il faisait trop le malin. Pendant ce temps, le gros des 2 troupes luttait avec un acharnement terrible, mais la victoire, décidément, souriait aux Longevernes. Dans le corps à corps, ils étaient bons, étant bien rablés et robustes. Quelques vétérans ayant été culbutés trop violemment reculaient, d'autres lâchaient pied. Tant et si bien que, lorsqu'on vit le général lui-même emporté, ce fut la débandade et la déroute et la fuite en désordre. Chopez-en donc, nom de Dieu! Mais chopez-en donc! Et les guerriers de Longevernes s'élancèrent sur les pas des vaincus, mais, comme bien on pense, les fuyards ne les attendirent point, et les vainqueurs ne poussèrent pas trop loin leur poursuite, trop curieux de voir comment on allait traiter le chef ennemi. D'abord celle de derrière, celle de devant après. Pour finir, on le lira au gros chêne et on lui fera sa petite affaire. Et je te promets que tu mordras plus et tu baveras plus non plus, la saligo, dégoûtant, fumier. Les guerriers qui arrivaient prirent part à l'opération. On commença par les pieds. Mais comme l'autre ne cessait point de cracher sur tous ceux qui s'approchaient à portée de son jet de salive, et qui essayait même de mordre, le braque ordonna à Boulot de fouiller les poches de ce vilain coco-là et de se servir de son mouchoir pour lui boucher sa sale gueule. Allez, Grand Gibus, prends la verge et singe. Une petite séance avant le déculottage,
pour le mettre en vibrance, ce beau petit monsieur qui fait tant le malin. Et maintenant, au bouton. Tintin, mon vieux, prépare tes poches, c'est le moment, c'est l'instant. Et compte bien tout et ne perds rien. Le braque y alla prudemment. Il convenait en effet de ne point détériorer par des mouvements trop brusques et des coups de couteau malhabiles les diverses pièces composant la rançon de la steak, pièces qui devraient grossir le trésor de guerre de l'armée de Longeverne. La steak écumait sous son bâillon, et tout vestige de pudeur éteint par la souffrance ou étouffé par la colère, sans songer à remonter son pantalon tombé, il laissait voir sous sa chemise ses fesses rouges de la fessée. Il partit, traînant les pieds et pleurant de rage. Bon voyage, monsieur le cul rouge. La steak des guets, en arrivant parmi les soldats, n'eut pas besoin de raconter ce qui s'était passé. Faut s'en aller. Mais il faut d'abord habiller la steak. Et l'on défit le baluchon. Les manches de blouse déliées, on trouva les souliers, les bas, le gilet, le tricot, la chemise et la casquette, mais le pantalon n'apparut point. Mon pantalon. Qu'est-ce qu'il y a, mon pantalon? Il est pas dedans. Tu l'as pas perdu des fois en t'en sauvant? Faut aller me le chercher. Et gardez voir si vous ne le voyez pas. Hein. Ah, mon Dieu, ce sera les cochons. Écoutez, mais écoutez donc, tas de bredouillards. Les Vellerans, l'oreille tendue, entendirent en effet et très distinctement leurs ennemis s'en retournant, chantant à plein poumon ce refrain populaire de circonstance, à ce qu'il semblait, et moins révolutionnaire que de coutume. Mon pantalon est décousu, si ça continue, on verra le trou de mon pantalon qui est décousu. Et si ça continue, on verra le trou de mon pantalon. Les batailles se succédèrent, plus enthousiastes les unes que les autres, au cours desquelles les Longevernes se constituèrent un véritable trésor de guerre avec les boutons, les boucles, les lacets et les bretelles des Vellerans. Un trésor qu'il fallait maintenant protéger et cacher. On construisit une cabane. Au centre d'un labyrinthe de carrières, une excavation, comme une petite grotte, offrait son abri naturel qu'un rien suffit à consolider, à fermer et à rendre invisible aux profanes. On jura solennellement de garder le secret. Pourtant, celui-ci fut trahi. La cabane saccagée et le trésor pillé. Aussitôt, le traître fut durement châtié. Il se plaignit et raconta tout depuis le début à ses parents. Alors, sous la pression de la poigne toute puissante et des irrésistibles arguments que sont des coups de pied au cul bien appliqués, une promesse, un serment furent arrachés à presque tous les guerriers de Longeverne. La promesse de ne plus se battre avec les Vellerans, le serment de ne plus détourner à l'avenir ni bouton, ni clou, ni planche. Oh, mon vieux, qui nous ont passé. Et le noir a dit que je ferai encore pas de première communion cette année. Moi, je m'en fous. Tout de même, des parents comme les nôtres, c'est pas rigolo. Ils sont charognes au fond. Tout comme si eux, ils n'en avaient pas fait autant. Et dire qu'ils se figurent maintenant qu'ils nous ont bien tendu la peau, que tout est passé, et qu'on ne songera plus à recommencer. Non, mais des fois, ils nous prendraient pour des cons. Ah, ils ont beau dire, sitôt qu'ils auront un peu oublié, on les retrouvera les autres, hein, et puis on recommencera.
Ah, ouais. Je sais bien qu'il y a quelques froussards qui ne reviendront pas, mais vous tous, à vous, sûrement vous reviendrez. Et puis bien d'autres encore. Et quand je devrais être tout seul, moi, ben je reviendrai, puis je leur titillerai à Auvelran que je les emmerde, et que c'est rien que des pets de cul et des vaches sans lait. Ouais, mais je leur y dirai, moi. On y sera aussi, nous autres, on y sera sûrement. Et flûte pour les vieux. Comme si on ne savait pas ce qu'ils ont fait eux aussi, quand ils étaient jeunes. Après souper, ils nous envoient au plumard, et eux, entre voisins, ils se mettent à blaguer, à jouer à la bête ombrée, à casser des noix, à manger de la crancoyote, à boire des litres, à licher des gouttes. Et ils se racontent leur tour du bon vieux temps. Parce qu'on ferme les yeux, ils se figurent qu'on dort. Et ils en disent. Et on écoute. Et ils savent pas qu'on sait tout. Moi, j'ai entendu mon père un soir de l'hiver passé qui racontait aux autres comment il s'y prenait quand il allait voir ma mère. Il entrait par l'écurie, croyez-vous, et il attendait que les vieux aillent au lit pour aller coucher avec elle. Mais un soir, mon grand-père a bien manqué de les pincer en venant clairer les bêtes. Oui, le paternel, il s'était caché sous la crèche devant les naseaux des bœufs qui lui soufflaient au nez. Il n'était pas fier, allez. Le vieux s'est amené avec sa lanterne tout bonnement et il s'est tourné par hasard de son côté comme s'il le regardait, même que mon père se demandait s'il n'allait pas lui sauter dessus. Mais pas du tout. Le bébé n'y songeait guère. Il s'est déboutonné puis s'est mis à pisser tranquillement et mon père disait qu'il n'en finissait pas de secouer son outil et qu'il trouvait le temps bougrement long parce que ça le piquait à la gargote et qu'il avait peur de tousser. Alors, sitôt que le grand-papa a été parti, il a dû se redresser et reprendre son souffle. Et un quart d'heure après, il était piauté avec ma mère, à la chambre haute. Voilà ce qu'il faisait. Est-ce qu'on n'a jamais fait du treury comme ça, nous? Hein, je vous le demande. C'est à peine si on embrasse de temps en temps nos bonnes amies quand on leur donne un pain d'épices ou une orange. Et pour un sale trait qu'on foie un tout petit peu, ils font des chichis et des histoires comme si un bœuf était crevé. Mais c'est pas ça qui empêchera qu'on fasse notre devoir. Faut de même, bon Dieu, qu'il y a pitié aux enfants d'avoir des pères et des mères. Un long silence suivit cette réflexion. Le braque recachait ce qu'il restait du trésor jusqu'au jour de la nouvelle déclaration de guerre. Chacun songeait à sa fessée. Et comme on redescendait entre les buissons de la Sotte, la crique très émue, plein de la mélancolie de la neige prochaine et peut-être aussi du pressentiment des illusions perdues, laissa tomber ces mots. Dire que quand nous serons grands, nous serons peut-être aussi bêtes qu'eux. Trio Sarabande. Merci beaucoup à vous, merci pour ces choix très sympathique et très amusant. Bravo. Et puis, le trio Sarabande est là, tout à fait bénévolement pour l'orphelinat. Alors, on peut encore les applaudir. Voilà, ne partez
partez pas, on va partager un pot de l'amitié avec quelques gâteaux, des informations sur la suite, sur nos activités. Je crois que c'est le 30 ou le 31 mai. Nous allons faire une soirée qu'on appelle scène ouverte, où vous pouvez venir lire vos coups de cœur. À chaque fois, nous avons une quinzaine de lecteurs qui viennent partager avec d'autres les textes qui leur plaisent, de poésie, de littérature ou de toute autre chose. Il n'y a pas d'interdit, sauf ce qui est interdit par la loi, évidemment. Voilà. Le 15 juin, nous ferons une très grande nuit, ou soirée. Nous espérons qu'elle pourra avoir lieu à la Salette, 15 juin, c'est pour annoncer l'été, sous les étoiles, à la Salette, avec, il y aura un concert d'un groupe qui reprend des chansons très poétiques d'un groupe qui chantait dans les années 70, peut-être avez-vous entendu ce groupe-là, qui s'appelait Les Enfants Terribles. Le chef de ce groupe s'appelait Alain Ferral, grand poète de son état, les chansons sont magnifiques. Voilà, donc nous aurons ce groupe en deuxième partie, et en première partie, comme toujours, des lectures à voix haute. Nous ferons la surprise, évidemment, du thème. Voilà, bonne soirée.